à tous et à toutes. Dans cette capsule, nous allons parler des équilibres électrolytiques. Lorsqu'on parle d'équilibre électrolytique, on pense en fait à la notion d'électrolyte. L'électrolyte, c'est quoi? En fait, c'est un élément, en fait, c'est une molécule qui, lorsqu'elle est dans l'eau, va se dissocier. Puis en fait, c'est les résultats de la dissociation qu'on va appeler un électrolyte. OK, fait que dans le fond, je vais juste donner une définition claire là, ou commune d'un électrolyte, mais c'est une substance qui se dissocie, une ou des substances qui se dissocient en solution pour former un cation et un anion. Lorsqu'on parle d'anion ou de cation, par exemple, si on a du NaCl, OK, fait que ça c'est un électrolyte, parce qu'en solution, il va se diviser, il va se dissocier en Na+, et en Cl-. OK? Ici, c'est un cation, puis ici, c'est un anion. Mon truc personnel là, pour me rappeler, bon, un anion, c'est négatif. C'est comme si je vous disais ah, anion. C'est négatif, ça sonne négatif. Fait que Cl-, c'est un anion. Ah, anion. OK. Puis leurs rôles ben, sont multiples. Principalement, leur rôle, ça va être dans la. En fait, pour maintenir. Ça va être. Ben, alors, ouais, il y a différents rôles au niveau surtout de la transmission nerveuse, la transmission synaptique, au niveau de la contraction musculaire, puis après ça, aussi dans les équilibres osmotiques. Okay, fait qu'on sait par exemple que le sodium il est à l'extérieur de la cellule, le potassium il est à l'intérieur, euh, donc il va y avoir un gradient électrochimique qui va se faire. Le gradient électrique va être régulé par les électrolytes. Okay, donc dans les prochaines minutes, on va parler de différents électrolytes, différents anions et cations qu'on retrouve dans différents ions qu'on retrouve dans le corps. On parlait du sodium, du potassium, du calcium, du bicarbonate et du phosphate. Okay, fait qu'on va parler de leur rôle dans le corps, puis on va aussi regarder de quelle manière ils sont régulés. Le premier duquel on va parler, c'est le sodium. Le sodium il est présent en très grande quantité dans le corps. Puis maintenant, on sait, après avoir parlé des cellules musculaires, que le sodium se retrouve en très grande, en fait, il se retrouve en plus grande partie à l'extérieur de la cellule. Okay? Donc, il va se retrouver en plus grande partie dans le liquide extracellulaire et plus précisément là, dans le liquide interstitiel. Il va être super important dans la régulation des équilibres hydriques, okay? Ce qui va faire que on va être capable de récupérer du liquide, ça va être le sodium. En fait, il va être impliqué là, dans le maintien de l'osmolarité plasmatique, ce qui va permettre de rapporter du sang, pas du sang, du liquide, du liquide interstitiel vers le plasma. Ça va être le sodium, qui a un rôle osmotique, on pourrait dire, là, dans l'organisme. Au niveau des cellules, disons aussi régulation de l'osmolarité plasmatique, c'est au niveau de l'organisme. Au niveau des cellules, il va être impliqué dans le maintien du potentiel membranaire. Puis on sait maintenant qu'est-ce que c'est le potentiel membranaire. En fait, c'est la différence de charge entre l'extérieur d'une cellule et l'intérieur d'une cellule. Et donc les cellules nerveuses, les cellules musculaires, ça va être important qu'il y ait des charges parce que c'est ça qui va permettre de se dépolariser. Puis pour les cellules nerveuses, ça permet de transmettre un influx nerveux. Pour les cellules musculaires, lorsqu'on se dépolarise, c'est ce qui permet la contraction. Maintenant, au niveau de la régulation du sodium dans l'organisme, on a deux hormones qui vont être impliquées. La première, c'est l'aldostérone. On en a parlé déjà du rôle de l'aldostérone, c'est quoi ça, comment ça, on peut utiliser l'aldostérone pour réabsorber de l'eau. Faire un petit résumé vite fait. L'aldostérone, elle ajoute des pompes NAK ATPase à la surface basolatérale des cellules de l'épithélium tubulaire.
Ça, ce que ça fait, ben, ça fait sortir 3 sodium, puis ça fait rentrer 2 potassium. Puis, ben, l'eau va suivre ce sodium-là par osmose. Okay, fait que si on veut réabsorber du sodium, augmenter si l'osmolarité est trop basse, le sang est trop dilué, on va réabsorber du sodium. Ou si on veut excréter du sodium parce que l'osmolarité est trop élevée, ben, on va inhiber la sécrétion d'aldostérone. D'ailleurs, il y a le facteur natriurétique auriculaire qui va inhiber la sécrétion d'aldostérone. Puis ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va empêcher la création de pompes NAK-ATPase. Ça veut dire que le sodium va être réabsorbé de manière moins rapide. Il va rester dans les tubules rénaux. Puis l'eau ben, va rester là également. Donc, on va l'excréter davantage dans l'urine. Okay, donc, l'aldostérone augmente le nombre de pompes NAK-ATPase. Donc, on augmente la réabsorption de sodium. Puis, le collatéral de tout ça, ben, c'est qu'on augmente aussi la réabsorption d'eau. Puis, au contraire, ben, le facteur natriurétique auriculaire, le FNA, va diminuer le nombre de pompes NAK-ATPase. Okay, fait que pour les étudiants, les étudiantes de soins infirmiers, vous allez inscrire l'information sur le sodium dans le tableau. Puis après ça, vous allez pouvoir aller compléter vos notes au niveau de la régulation hydrique et électrolytique là, dans le gros tableau où est-ce qu'on parle des hormones. OK, le potassium. On n'en a pas encore parlé beaucoup. On a parlé de la pompe NAK-ATPase un petit peu. On sait déjà que le potassium est en très grande quantité à l'intérieur des cellules. Okay? Fait que la pompe NAK-ATPase va faire sortir 3 sodium, elle va faire rentrer 2 potassium. Fait que le potassium va se retrouver à l'intérieur de nos cellules. Son rôle le plus important, ça va être, encore une fois, là, dans la conduction électrique, fait que ce soit au niveau des neurones ou encore pour la contraction musculaire, fait qu'il va participer au maintien du potentiel de repos. En fait, ce facteur-là, le fait qu'il soit impliqué dans la contraction musculaire et la conduction de l'influx nerveux, c'est associé à la dérégulation électrolytique la plus grave, qui est en fait l'hyperkaliémie. Okay, fait que si on vous demande quel est l'ion le plus dangereux, si on veut, dans l'organisme, la réponse, ce serait le potassium. En fait, si on a une trop grande quantité de potassium dans le corps, ça peut mener à des arrêts cardiaques. Et puis pour les étudiants de soins, les étudiants de soins infirmiers, c'est super important. Puis en fait, des cas là dans l'actualité, fait qu'ici c'est un article de 2018 où il y a des infirmières qui ont injecté du potassium à des patients par erreur, une mauvaise concentration, ils se sont trompés de soluté, puis ça a causé la mort de 2 jeunes enfants à l'hôpital Sainte-Justine. Okay, fait que c'est vraiment important. Ce que ça fait, en fait, c'est que la concentration de potassium à l'extérieur et à l'intérieur de la cellule est inadéquate. Puis ça inhibe, en fait, ça empêche une contraction musculaire adéquate. Ça réduit la conduction nerveuse au niveau cardiaque. Donc, ça mène à des arrêts cardiaques. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour réguler la concentration de potassium dans le corps? En fait, le moyen qu'on a, c'est de l'excréter, ce potassium-là. Ici, donc, on a notre pompe NAK-ATPase, puis on va même ici se permettre de faire un petit zoom. Donc, si on a une pompe NAK-ATPase, puis on sait que son rôle, c'est de pomper 2 potassium à l'intérieur et de faire sortir 3 sodium. Donc, si on a trop de potassium à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des pompes comme ça pour envoyer du potassium à l'intérieur des cellules. Une fois à l'intérieur, il va suivre son gradient, fait qu'il va aller dans les tubules rénaux, puis il va être excrété. Puis après ça, peut-être que dans vos cours de pharmacologie, vous allez voir qu'on ne peut pas donner
de diurétique qui inhibe l'action de l'aldostérone trop longtemps, parce que la conséquence, c'est que le potassium peut s'accumuler dans dans la circulation sanguine. Okay, fait que si on n'avait pas cette pompe-là, le potassium, si on ne l'excrète pas, il reste dans la circulation. Il reste dans la circulation, puis ça cause une hypercalémie. Puis les conséquences de l'hypercalémie, dans les cas les plus graves, c'est un arrêt cardiaque. Okay, fait que l'aldostérone, faut faire attention, là, les inhibiteurs qu'on donne qui pourraient inhiber cette hormone-là, parce que ça peut mener à l'hypercalémie, l'accumulation de potassium dans la circulation sanguine. OK. On arrive maintenant au calcium. Le calcium, son rôle, si vous vous rappelez des annonces là, des tranches singles de Kraft, avec les tranches de fromage, on dit que c'est une bonne source de calcium, c'est bon pour les enfants, pour les os, pour les dents. Mais c'est vrai, parce que le calcium, c'est l'électrolyte qu'on retrouve en abondance dans les os et dans les dents. Outre ça, il va également être utile dans la contraction musculaire. Hein, donc on a vu ça aussi dans notre cours jusqu'à maintenant. Il va être impliqué aussi dans la transmission nerveuse, fait que c'est lui qui va permettre la migration des vésicules de neurotransmetteurs. Vous allez voir ça plus tard là, dans votre troisième cours de bio. Puis, il est aussi impliqué dans la coagulation du sang. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour réguler la quantité de calcium dans l'organisme? On va pouvoir utiliser deux hormones. Une lorsque la calcémie, c'est le taux de calcium, va être basse, puis une lorsque la calcémie va être trop élevée. Okay? Fait que comme c'est impliqué dans la transmission synaptique, la contraction musculaire, on veut finement réguler la calcémie. Donc on va avoir deux hormones qui vont le faire, ou bien quand c'est trop bas, ou bien quand c'est trop haut. Moi, mon truc personnel, c'est quand même mélanger parathormone, calcitonin, qu'est-ce qui fait quoi. Tu sais, si vous avez déjà fait vous savez c'est quoi un parachute, là? Un parachute, ça permet de ralentir la descente de quelqu'un. La parathormone, ça permet de ralentir la chute de la calcémie. Okay? Fait que lorsque le taux de calcium est trop bas, il va y avoir la parathormone qui va être sécrétée, puis ça va permettre de faire remonter la calcémie. L'hormone inverse, c'est la calcitonine. Fait que quand c'est trop haut, on veut que ça baisse, c'est la calcitonine qui va être sécrétée, puis ça va vous permettre de faire baisser la calcémie, le taux de calcium dans le sang. Donc, voyons voir maintenant en détail ces deux hormones-là, les actions de ces hormones-là. En commençant par la parathormone, ici, là, la parathormone, en fait, ça va être libéré par les glandes parathyroïdes. Les glandes parathyroïdes sont situées sur la thyroïde. Fait que la thyroïde, c'est au niveau, disons, notre cartilage là, mettons, de la pomme d'Adam chez les hommes. La thyroïde va être collée là-dessus. Puis, les glandes parathyroïdes vont être en arrière. Okay? Fait que ça a comme la forme d'un bouclier. Puis, comme de l'autre côté du bouclier, c'est là que les glandes parathyroïdes vont se retrouver. Okay? Fait qu'ils vont être au nombre de 4. Ils vont travailler en fait de concert, ces hormones-là, avec le calcitriol, qui est la vitamine D. La vitamine D, juste pour faire une histoire courte, c'est un dérivé du cholestérol qui est activé par les rayons UV du soleil. Okay, fait que le cholestérol, on le modifie pour faire la vitamine D. Puis qu'est-ce qu'on utilise pour le transformer, ou le signal, ou ce qui permet de le transformer, le cholestérol en vitamine D, c'est le soleil. Okay, c'est pour ça que c'est important d'aller prendre l'air une fois de temps en temps. OK, donc un des effets de la parathormone, c'est la résorption osseuse, en fait, qui va activer un type de cellules particulier qu'on appelle les ostéoclastes. Ostéoclastes, ils vont casser, puis là j'essaie de trouver comme un truc pour que vous puissiez vous en rappeler. Les ostéoclastes, ils vont briser, ils vont dégrader un petit peu l'os, puis ça va permettre de relâcher le calcium qui se retrouve justement dans ces os-là. Okay, donc parathormone active les ostéoclastes qui permettent la résorption osseuse et la libération de calcium.
Okay? On a dit que le calcium est entreposé, entre autres, dans les os et dans les dents. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne fera pas la résorption, disons, de nos dents. OK, parathormone a également un rôle sur d'autres organes. Il va avoir un rôle sur les reins. Dans ce cas-ci, ça va augmenter la réabsorption du calcium et ça va diminuer celle du phosphate. Okay, parce que le calcium et le phosphate vont s'assembler ensemble. Si on réabsorbe seulement du calcium puis qu'on extrait du phosphate, ben on va garder le calcium. Il va aussi avoir un effet sur l'intestin grêle, c'est le grand intestin. Puis ici, ben, on va favoriser l'absorption de calcium. Okay, ce sont les 3 effets de la parathormone qui mènent à l'augmentation de la calcine. À l'inverse, la calcitonine, ce qu'elle va faire, ben, en fait, c'est vraiment l'effet contraire à la parathormone et au calcitriol. Ici, ça va inhiber en fait l'action des ostéoclastes. Puis à la place, ça va activer un petit peu là, les ostéoblastes. Les ostéoblastes, ce sont des cellules qui favorisent la formation des os. Okay? Fait qu'ils vont prendre du calcium puis ils vont comme l'entreposer, si on veut, dans les os, notre corps. D'ailleurs, ça vaut peut-être la peine de dire que la calcitonine, elle est sécrétée non pas par la parathormone, mais par la parathyroïde, mais elle est sécrétée par la thyroïde. Okay? Fait que calcitonine, thyroïde, parathormone, parathyroïde. Fait que ça, c'est quand même assez facile là, à se souvenir. Dans ces autres actions, ben, l'effet de la calcitonine sur les reins, ça va mener à on va diminuer en fait sa réabsorption. On va favoriser son excrétion. On ne peut pas l'entreposer à l'infini. On veut s'en débarrasser à un moment donné. Fait qu'on va diminuer la réabsorption par les reins. OK. Ensuite, on a les ions qui vont être impliqués dans ce cas-ci, le phosphate et le bicarbonate, dans la... Ils vont être des ions tampons pour protéger contre les variations du pH. Ici, je sais que c'est un petit peu compliqué, le phosphate, il y a plein de moins, puis de 4, puis de chiffres, puis de trucs comme ça. Ici, ce que je veux que vous reteniez par rapport à l'ion phosphate, c'est qu'il sert de tampon intracellulaire à l'intérieur des cellules. Okay? Fait que dans le prochain chapitre, lorsqu'on va parler des équilibres acido-basiques, on va reparler du phosphate. Pour l'instant, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il est très abondant à l'intérieur des cellules, puis qu'il va servir de tampon contre les variations du pH. Okay? On dit que le phosphate est aussi impliqué dans la formation des os et des dents, et il est impliqué dans la synthèse de l'ATP, adénosine triphosphate, ion phosphate. Okay? Fait que le petit phosphate qu'on a dans l'ATP, ben, c'est cette molécule-là. Finalement, les ions bicarbonate. Encore une fois, des chiffres, des moins, et tout ça. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il va servir de tampon, encore une fois, contre les variations du pH. Mais dans ce cas-ci, ça va être dans le sang et le liquide interstitiel. Qui fait qu'on pourrait résumer ça à tampon dans les liquides extracellulaires. Okay, c'est ça que je veux que vous reteniez par rapport à cet ion-là. Puis on va en reparler là, dans notre prochaine section, qui va être d'ailleurs sur les équilibres acido-basiques. Okay, donc, si on voulait faire un petit résumé de ce qu'on a vu dans le cadre de cette capsule, on a parlé de différents ions qu'on retrouvait dans le corps. On a parlé du sodium, qui est régulé par l'aldostérone et le facteur natriurétique auriculaire. On a parlé du potassium, qui est vraiment l'ion le plus dangereux qu'on veut réguler de la manière le plus finement possible parce qu'il peut mener à des arrêts cardiaques. Lui, comment est-ce qu'on le contrôle? Bien, c'est par, encore une fois, la sécrétion de l'aldostérone qui va augmenter le nombre de pompes NAK-ATPase puis qui va mener à son excrétion. Quand je parle d'excrétion, je parle de nos 3 processus rénaux, la filtration, la réabsorption puis la sécrétion. La sécrétion, on va sécréter du potassium pour éviter qu'il soit en grande quantité dans l'organisme. On a parlé du calcium,
On a parlé de la calcitonine et de la parathormone. Puis ensuite, on a parlé de deux ions qui sont impliqués qui sont des tampons, tampons contre les variations de pH dans l'organisme. Dans une prochaine capsule, on va justement utiliser ces deux ions-là pour parler de l'équilibre acido-basique.